Créé en 1962, Spider-Man a eu de très nombreux ennemis. Cependant, parmi les plus connus, beaucoup ont été créés lors de ses premières années de publication. On pourra ainsi penser au Bouffon Vert ou au Docteur Octopus qui sont tous les deux parus avant les années 70. Mais dans les années qui ont suivi, il y en a quand même un qui a véritablement su s'imposer pour devenir l'un des piliers des vilains de Spider-Man. Et vous l'avez compris, il s'agit de Venom. Vous êtes ici sur la chaîne Comics du Prof et aujourd'hui on va s'intéresser aux origines du symbiote le plus connu de l'univers Marvel. Mais on va pas seulement parler des origines canon, on va pas seulement raconter la première histoire de son apparition. Non, on va aussi s'intéresser à tout ce qui a pu se passer en coulisses. Qui l'a créé, comment, pourquoi, quels acteurs ont été impliqués, quels sont les facteurs qui ont permis la création de ce personnage et comment en seulement 3 numéros il a su s'imposer comme l'un des personnages les plus marquants de l'univers de Spider-Man. Et avant de commencer, si ce genre de format te plaît, eh bien je t'invite à t'abonner, à liker, à laisser un petit commentaire pour aider au référencement et mettre en avant le travail que j'effectue sur cette vidéo. Et sur ce, on est parti. L'histoire de Venom commence avec un concours organisé par Marvel. Dans celui-ci, les fans peuvent envoyer des idées de costumes ou de nouveaux personnages. Et parmi les réponses, il y en a une qui va intéresser Marvel. Un jeune garçon, du nom de Randy Schweller, a proposé que Spider-Man porte un costume entièrement noir avec une araignée rouge dessus. On sait également qu'il précise que ce costume doit augmenter la force de Spider-Man de 25%. Jim Shooter, alors éditeur en chef de chez Marvel, décide de racheter les droits de cette idée à Randy Schweller et lui envoie une lettre pour lui annoncer. La proposition de $220 est accepté et en plus, Randy Schweller se voit offrir l'opportunité d'écrire la première histoire de ce nouveau costume. Cependant, aucun de ses scénarios ne sera accepté et ce n'est pas lui qui écrira la première histoire du costume noir. Marvel ne trouve pas les scénarios très bons et préfère en écrire un eux-mêmes qu'ils ressortiront un peu plus tard. Malgré tout, cette histoire a quand même été publiée récemment pour un numéro anniversaire de Spider-Man. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée du costume noir, eh bien, elle vient d'un enfant et qu'elle a été payée $220. On sait ce que génère comme profit le personnage de Venom maintenant, on se dit que quand même, c'est pas cher payé $220. Mais en soi, pour l'époque, c'est quand même une proposition honnête, on lui propose d'écrire un scénario, et en plus, ils auraient tout simplement pu ne pas le payer du tout pour prendre l'idée. Car comme on va le voir, l'idée va être travaillée un tout petit peu. En effet, le costume noir sera utilisé durant une bonne partie de l'année 1984, et c'est dans Secret Wars numéro 8 qu'on saura comment Peter Parker a trouvé ce nouveau costume. Secret Wars est un grand événement de Marvel, lors duquel un être nommé le Beyonder entraîne différents personnages de Marvel sur le Battle World pour qu'ils s'y affrontent. Ainsi, après une rude bataille dans le numéro 8, Spider-Man, dont le costume est déchiré, voit Hulk et Thor ressortir d'une salle avec des vêtements neufs. À l'intérieur de cette salle, une machine peut fournir de nouveaux costumes. Peter s'y rend, demande un nouveau costume, et une boule noire apparaît. Il la prend et celle-ci recouvre entièrement son corps pour devenir le fameux costume noir. On remarque alors que dans cette première apparition, il n'est nullement fait mention d'un symbiote et que l'araignée rouge imaginée par Randy Schweller est remplacée par une araignée blanche. Dans les numéros 252 à 256 de Amazing Spider-Man, on apprend que le costume répond à la volonté de Spider-Man, se met tout seul et va même chercher à se rapprocher de Peter quand il dort. Dans le numéro 257, Peter commence à se poser des questions. Ce costume n'a-t-il pas une emprise trop forte sur lui? Et c'est dans le suivant, le numéro 258, que le costume va prendre possession du corps de Peter alors que celui-ci dort. Un peu plus tard, Peter décide de le faire examiner par ses amis, les 4 Fantastiques, et notamment le docteur Reed Richards, qui va pour la première fois parler de symbiote. Il réussira à enlever le costume du corps de Peter en tirant une rafale sonique et Johnny Storm l'entoure de flammes le temps de l'emprisonner. C'est ainsi que les deux faiblesses historiques du symbiote nous sont présentées, le son et le feu, et ce juste après que le mot symbiote soit lâché dans la série Amazing Spider-Man. Toujours en 1985, dans les pages de Web of Spider-Man 1, le symbiote s'échappe des labos des 4 Fantastiques et Peter Parker se fait à nouveau posséder. Spider-Man, après un affrontement avec un autre vilain, atterrit dans un clocher et y reste pour essayer de faire fuir le symbiote. Le plan fonctionne et après s'être séparé de Peter, le symbiote le mettra en sécurité avant de disparaître. Par la suite, Peter Parker portera de nouveau son costume historique, mais Black Cat lui en concevra un autre noir qu'il portera en alternance avec le costume bleu et rouge avant que ce dernier ne soit trop abîmé pour être porté. Il portera donc à nouveau seulement le costume noir. Quelques années après, Todd McFarlane va reprendre la série Amazing Spider-Man. À l'époque, il se sent capable de dessiner 2 séries en même temps, et comme il est déjà présent sur le titre Hulk, il souhaite trouver un deuxième titre à dessiner. Et Spider-Man, à ce moment-là, qui a pour éditeur Jim Shooter, traverse une période un peu compliquée. Les auteurs ne restent pas longtemps et les ventes sont en deçà des attentes. C'est pourquoi les autres éditeurs conseillent à McFarlane de ne pas y aller, surtout qu'il a déjà une autre série sur le feu. Et là, McFarlane, dans une interview, il avoue qu'il n'a pas trop aimé qu'on lui dise quoi faire, et donc il a décidé de faire exactement le contraire de ce qu'on lui conseillait. C'est pourquoi il a décidé de dessiner
The Amazing Spider-Man. Mais il a une petite exigence, il ne veut pas dessiner le costume noir, il veut revenir au costume rouge et bleu. Il veut dessiner le Spider-Man qu'il aime. Le souci, c'est que Jim Shooter, lui, apprécie le costume noir et veut pas juste l'enlever comme ça, il faut que ça ait un sens. C'est alors que Todd McFarlane propose d'attendre le numéro 300 pour effectuer le changement. Mais Jim Shooter insiste. Que fait-on du costume noir? McFarlane propose de le donner à quelqu'un d'autre et dessine des visuels de ce nouveau personnage. L'idée est acceptée et Venom fera une première apparition à la fin du numéro 298 et du 299 d'Amazing Spider-Man. À la fin du numéro 298, en quelques cases, on nous présente un nouveau personnage, enfin plus une main, d'un personnage qui a l'air de détester Spider-Man. Dans le numéro 299, on va le voir pour la première fois en entier, et c'est véritablement dans le numéro 300 que le symbiote va revenir. Dans ce numéro, Venom débarque chez Mary Jane, à la recherche de Spider-Man. Comprenant qu'il n'est pas là, Venom s'en va et rentre chez lui. On comprend que le symbiote a trouvé un nouvel hôte, et que celui-ci a une dent contre Spider-Man. Peter, de son côté, retrouve Mary Jane, complètement paniquée, et elle souhaite déménager pour ne pas se retrouver à nouveau face à Venom. Et alors qu'ils viennent de déménager, Spider-Man aperçoit Venom au loin. Il décide de le poursuivre, armé de l'arme sonique, qu'il l'avait débarrassé du symbiote chez les 4 Fantastiques. Bon, et petit détail, mais on nous montre que Venom tue facilement un policier alors même qu'il dit ne pas vouloir prendre de vie innocente. Le combat s'engage et Venom prend l'avantage. Il en profite et nous dévoile son identité. Il s'agit d'Eddie Brock, un ancien journaliste dont la carrière a été brisée par Spider-Man. En effet, dans l'un de ses articles, Eddie Brock dénonce une personne comme étant coupable, et c'est Spider-Man qui va démentir cette information en arrêtant le véritable coupable quelques heures après. La réputation d'Eddie Brock est détruite, et il sera viré de son journal. Il devra alors écrire des articles peu intéressants, et il vouera depuis lors une haine farouche envers Spider-Man. Afin de ne plus sentir cette haine, il s'est mis au sport. Mais cela n'a pas l'effet escompté, tant il se voyait détruire Spider-Man lors de chacun de ses entraînements. Et c'est quand il se rend à l'église, pour demander pardon avant de mettre fin à ses jours, que le symbiote le repère et se lie à lui. Lui aussi souhaite détruire Spider-Man. Passé ce discours, le combat reprend. Spider-Man reprend petit à petit l'avantage et tire de son arme sonique sur Venom. Mais le symbiote ne se sépare pas vraiment d'Eddie Brock. Il comprend donc que ce dernier est lié trop profondément à son symbiote. S'il les sépare, il tuera le porteur. Il décide donc de fuir, mais Venom le rattrape, puis l'assomme. Quand Peter se réveille, il se trouve accroché tête en bas dans une cloche. L'objectif d'Eddie est de tuer Spider-Man grâce au battant de la cloche, tandis que lui se mettra à l'abri du bruit des cloches. Et oui, là c'est clairement une facilité scénaristique pour donner une opportunité à Spider-Man de s'en sortir. Spider-Man arrive donc à se détacher, à stopper le battant, ce qui lui permet d'échapper à la mort. Eddie en revient pour en finir, mais Peter réussit à le battre en le faisant chuter du clocher après un combat assez épique. Il contacte alors les 4 Fantastiques qui se chargent d'enfermer Eddie Brock et le symbiote. De retour chez lui, Peter et Mary Jane se mettent d'accord sur le fait que le costume original doit faire son retour, et c'est ainsi que le costume noir disparaît, au profit de ce qui deviendra l'un des vilains les plus connus de Spider-Man, Venom. Et si ces premiers numéros sont très importants pour les fans en tant que première apparition de Venom, pour Todd McFarlane, ces numéros c'est surtout le retour du costume originel. Car comme il le dit en interview, pour lui le numéro 300 c'est vraiment le moment où on se débarrasse du vieux costume noir moche pour remettre le costume originel. Il n'avait aucune intention de créer un vilain qui deviendrait ce qu'il est devenu, un vilain aussi important que ce que le vilain est devenu depuis. Et c'est pourquoi Todd McFarlane, il encourage les nouveaux auteurs, les nouveaux dessinateurs à tester des nouvelles choses, à faire des propositions, à faire des caprices, à innover. Car parfois, avec un peu de chance, ces innovations peuvent marquer toute une génération. C'était Flavien, prochaine Comics du Prof. Si tu aimes ce genre de concept, eh bien je t'invite à t'abonner, à regarder la playlist Histoire. J'ai fait d'autres vidéos dans ce style-là et d'autres arrivent très vite. Et puis si tu peux laisser un petit commentaire, un petit like, histoire de montrer à YouTube que cette vidéo t'a plu et qu'elle peut plaire à d'autres personnes, eh bien je t'invite très fortement à le faire. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.